Conceptrice, concepteur, dessinatrice, dessinateur, bonjour. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder encore une fois les solides de Platon ou les solides platoniques. Bref, tous ces volumes constitués de plusieurs faces identiques et dont toutes les arêtes sont de même longueur. Ici, j'ai devant moi un tétraèdre et ça c'est à une échelle du spectre et à l'autre échelle vous avez l'icosaèdre tronqué, qui pourrait faire penser à un ballon de foot. Dans ces deux cas, vous allez trouver, alors sur le tétraèdre, vous allez trouver pléthore de vidéos sur Internet, sur à peu près tous les logiciels de conception qui existent, de dessin 3D, euh, et vous allez voir à peu près toujours la même chose, quel que soit l'outil. Ils attaquent quasiment tous par la modélisation d'une des faces, un triangle, et ensuite ils essayent laborieusement de trouver les angles qui leur permettent de dessiner les autres triangles équilatéraux qui composent cette pyramide à trois côtés. Et très peu s'attaquent à l'icosaèdre tronqué, tout simplement parce que là, ça devient vraiment compliqué d'y aller par des ajouts de surface, pentagone, hexagone, etc. Vous irez voir, je vous propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite concernant l'icosaèdre et le dodécaèdre euh, pour, pour vous rendre compte de la méthode que j'utilise et vous verrez qu'elle est totalement différente de ce que font quasiment la totalité des autres youtubeurs sur ce sujet. On va commencer donc par notre petite mise en bouche avec le tétraèdre. Il est certain que si on regarde ces solides uniquement par le résultat obtenu avec la méthode, c'est que vous avez effectivement des faces toutes identiques, en l'occurrence ici, des triangles équilatéraux. Mais il faut bien se mettre en tête que ça, c'est le résultat, ce n'est pas la cause. Platon, lorsqu'il a étudié ces volumes, il s'est rendu compte qu'ils étaient tous inscrits dans un cube. Alors comment on peut le montrer directement avec Créoparamétrique? Depuis la version, je crois la version 10 de Créoparamétrique, vous avez une fonction de volume englobant qui existe. Et lorsque vous l'utilisez sur ce genre de volume, eh ben, vous vous rendez compte que effectivement le volume, le volume platonique tient dans un cube. Et c'est le cube optimisé, c'est-à-dire c'est la forme la plus petite pour englober ce volume. Et ce qu'on l'on voit, c'est que quand on regarde notre tétraèdre, eh ben, suivant la direction que l'on prend, on voit plus un tétraèdre. Là, ici, je vois un triangle, alors qui n'est pas un triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle. Les deux côtés là sont identiques. La la médiatrix sépare le triangle en deux angles égaux, et vous avez ici la base euh, avec la hauteur qui sépare cette base là en deux. Et si vous tournez encore votre volume dans une autre direction, c'est-à-dire comme ça, eh ben vous voyez la même figure. Effectivement, notre tétraèdre, même si ses faces 2 à 2 ne sont jamais perpendiculaires, eh bien, comme tous les solides platoniques, le tétraèdre possède des directions orthogonales. Cette arête-là est orthogonale avec celle-ci, et leurs projections se croisent en leur milieu. Ça aussi, c'est une caractéristique intéressante à prendre en compte. Quand je me mets dans cette orientation-là, je vois bien que les deux arêtes en question se croisent ici, en leur milieu et en vraie grandeur. Et c'est valable pour toutes les orientations que l'on prend du solide. Ok. Donc je vais me servir de cette caractéristique pour créer cette forme, ce solide, en trois fonctions. Une esquisse, deux extrusions, et ça sera terminé. Vous irez voir comment font les autres. Ça dure un petit peu plus longtemps et c'est surtout un petit peu plus consommateur en fonction. Allez, on attaque une nouvelle pièce. Allez, je vais l'appeler tétra, ça ira bien.
J'ai mes plans de référence. Je vais commencer par travailler sur le plan oui, le plan, appelons le plan horizontal, comme ceci, et je vais aller chercher dans mes outils, ici, le rectangle par le centre. Je prends le centre et hop, là, dès que j'ai un carré, je fais un bouton de droite pour verrouiller la contrainte. Ça, c'est aussi pratique dans Créo. Et je tends mon carré jusqu'à ce qu'il ait une taille raisonnable. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. J'ai mon carré. Ce que je vais faire tout de suite, et vous voyez, j'ai une cote. Créo fait de la cotation automatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans mon carré tout de suite euh, une droite qui va passer, hop, si je suis pas trop, voilà, pof. J'ai tracé mon segment de manière à ce qu'il s'intersecte ici en son point milieu avec les diagonales du carré. Et puis pour terminer, je vais également, maintenant, quand j'ai validé, avec la touche contrôle, je vais sélectionner ce segment et je vais rendre les deux segments, donc le segment en diagonale plus celui-ci, je vais les mettre de longueurs égales. Ça va me servir dans l'étape suivante à obtenir la vraie grandeur de cette arête-là. Je vous rappelle, on va être dans des projections. Et puis pour qu'on puisse se rendre compte que ma construction est correcte, au lieu de conserver cette cote qui est sur une arête qui n'apparaîtra jamais sur notre tétraède, je vais plutôt sélectionner ce segment qui se trouve là et en demander sa cote. Voilà. Donc j'ai une cote qui est absolument quelconque. Pour nous simplifier la vie, je vais mettre une valeur plus facilement lisible, mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Cette cote de 100, là j'ai mis une cote de 150. Vous allez voir que je pourrais changer la valeur de cette cote pour n'importe quelle autre. Le tétraèdre se tiendra et restera un tétraèdre. L'intérêt aussi des présentations que vous regardez sur YouTube, c'est de bien regarder combien de cotes, combien de dimensions les, les, les concepteurs qui vous proposent leur solution, combien de cotes ils mettent sur leur euh, solide. Moi, je n'aurai qu'une seule cote de longueur, c'est cette cote-là. J'aurai pas de cote d'angle, j'aurai pas de relation, j'aurai pas de relation, de relation mathématique entre les différentes cotes. J'ai des contraintes géométriques, certes, et une seule cote. Voilà, j'ai terminé mon esquisse, je vais cacher mes plans de référence. Pour l'instant, vous voyez, j'ai un carré avec un petit segment qui représente sa diagonale. Et maintenant, je vais travailler dans cette direction-là pour tracer une première extrusion. Donc, je vais commencer une extrusion, donc un ajout de matière, sur un plan qui n'existe pas encore, mais que je vais créer à la volée. Gros atout de Créo, ça aussi, la création des plans à la volée. Donc mon plan, il passe par cette arête et il va être perpendiculaire au plan dessus. Alors pour l'instant, il me propose un plan, j'ai oublié d'appuyer sur CTRL, voilà. J'ai le plan qui passe par l'arête et qui est pour l'instant avec un angle par rapport au plan dessus. Je vais lui préciser que le plan doit être normal. Comme ceci, donc perpendiculaire à mon plan. C'est fait. Je reprends la main ici et je suis maintenant donc dans mon esquisse. Ce que je vais faire, je vais commencer par tracer un segment de construction qui va, je le place un peu au hasard. Je le passe quand même, vous voyez, sur le point milieu, très bien. Donc il est symétrique par rapport à ma référence. J'ai deux cotes qui me sont proposées par Créo, une cote d'angle et une cote de longueur. Bon, eh bien, le jeu consiste à les faire disparaître en imposant des contraintes. Par exemple, une verticalité ici, ok, donc ce n'est pas une verticalité, c'est une horizontalité qu'il va falloir lui imposer, voilà. Et ensuite, il va falloir que je lui impose également une longue, je vais lui dire que, je le sélectionne, et ensuite, en sélection interrogée, voilà. Allez, je vais me simplifier la vie, je vais prendre un arc de cercle dont le centre est positionné ici. Je viens avec la touche Alt récupérer comme contrainte l'extrémité de ce segment et je vais demander à ce que cet arc de cercle passe par le segment. Et l'arc de cercle en question
je vais le transformer en cercle de construction. Voilà, j'en ai fini. Donc, ce segment est en vraie grandeur, à la même longueur que le bout de segment que j'avais tracé ici en diagonale et qui a la même longueur que l'arête ici. Quand je regarde mon esquisse, pour l'instant, elle ressemble à ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer un triangle, mais ce qui ne sera pas un triangle équilatéral, ça ne sera pas mon triangle, c'est pas une des faces du solide hein, que je dessine. Je le fais passer, bon, pour l'instant, je m'en fiche, voilà, je le dessine vraiment de façon tout à fait quelconque. On va contraindre deux ou trois petites choses. Je vais le mettre vertical, celui-ci. Je vais lui donner une contrainte de point milieu par rapport à ce segment, par rapport à ce point-là, cette extrémité. Et ensuite, si je regarde comme ça, je vais lui mettre des contraintes d'horizontalité entre ce sommet et ce sommet, et puis la même chose ici. Voilà. Et vous avez aucune cote sur ce triangle. Alors si je rajoute des cotes simplement pour voir un petit peu ce qu'il me dit, il me propose une cote qui est surabondante, donc je lui dis fais-moi une cote de référence. Là pour l'instant j'ai une arête qui fait 129,90 et l'arête qui se trouve ici, cote de référence, elle fait 150. En fait, celle-ci bah, est identique, est égale à la diagonale que j'ai moi-même cotée tout à l'heure à 150. Donc celle-ci, c'est une des arêtes de mon tétraèdre en vraie grandeur, mais ces arêtes-là ne sont pas des arêtes en vraie grandeur du tétraèdre. En fait, elles ont la cote de la hauteur des triangles qui sont sur les côtés de ma pyramide. Voilà, donc ces cotes-là, je peux les virer. C'était juste histoire de faire la petite présentation. Et je vais valider maintenant. Rappelons-nous, on est dans un ajout de matière. Je vais me remettre. Voilà. Donc je suis dans un ajout de matière. Je vais ajouter de la matière des deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là. Du premier côté, je vais lui dire d'aller jusqu'à référence. Et la référence, ça va être le sommet de ma diagonale du carré. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je valide. Donc, voilà, on en est là. Pour l'instant, on a une tente canadienne ici qui est posée sur mon carré qui, lui, pour l'instant, est à l'horizontale. J'en suis à deux fonctions et avec une troisième fonction, mais cette fois dans cette direction-là, on va terminer le travail. Alors, pour la petite histoire, ici, je suis sur une arête en vraie grandeur. Ça va constituer la base de mon deuxième triangle que je vais dessiner et qui va me servir cette fois d'outil de découpe. Donc on y va, on refait une extrusion. De la même manière, on va refaire un plan à la volée. Ce plan-là, il va passer par le sommet qui se trouve ici. Il va également passer par ce sommet qui se trouve là. Et je vais le rendre perpendiculaire, toujours à mon plan dessus. Donc le plan d'esquisse, c'est celui-là. Ok. Je valide pour dire que je suis prêt pour faire mon esquisse. Et comme tout à l'heure, alors comme tout à l'heure, ça va être même plus simple que tout à l'heure, je pars d'ici. Avec la touche Alt, je sélectionne cette face qui devient une référence sur laquelle je peux m'appuyer. OK. Donc, je vais me placer comme ceci, un petit peu au hasard. Je me place, en revanche, précisément sur l'autre extrémité. Maintenant, je me remets en vue d'esquisse pour voir un petit peu dans quelle situation je me trouve. Et donc, je vais mettre une verticalité entre ce point-là et mon origine. Je suis de nouveau dans la même configuration que tout à l'heure. J'ai ici, ce segment-là ne va pas bouger, c'est mon segment en vraie grandeur. En revanche, les longueurs de chaque côté de mon triangle isocèle ici, je ne les connais pas et je m'en fiche. Les angles, je ne m'en connais pas. Je les connais pas, je m'en fiche également. Je valide mon travail. Alors, comme j'ai fait une esquisse ouverte et que je suis dans Créo, eh bien, il veut me prolonger ici la face qui se trouve là et l'amener vers une hauteur infinie, en fait, qui dépend de la profondeur. Bon. On va faire plutôt une découpe. Cette découpe, elle va se propager dans les deux côtés, dans les deux sens. Elle va aller jusqu'à suivant de ce côté-là. Elle va aller jusqu'à suivant de ce côté-là. Et bien évidemment, j'enlève pas l'intérieur de la matière, j'enlève l'extérieur. Hop, et j'ai fini.
Si maintenant je regarde la longueur de mes côtés, eh bien je vais trouver 150, 150, 150, etc., etc. Voilà la méthode pour concevoir, dessiner, modéliser une pyramide à trois faces, un tétraèdre solide de Platon, quatre faces strictement identiques avec des triangles équilatéraux qui ont tous effectivement les mêmes longueurs d'arête. Voilà, donc ça c'est déjà un premier, euh, un premier exercice que je vous propose de reproduire. Je trouve qu'il est particulièrement élégant dans la mesure où en plus vous n'avez, comme je vous le disais, qu'une seule cote. Et si je modifie cette cote, je peux lui donner n'importe quelle valeur, 1000 par exemple. Eh bien, vous avez la pyramide, le tétraèdre qui se remet à l'échelle et les arêtes qui ont suivi, hein. Interrogez-vous, si vous regardez les vidéos d'autres personnes qui vous montrent comment faire un tétraèdre en empilant des triangles les uns sur les autres, interrogez-vous et posez-vous la question de savoir comment ça se passe si ensuite vous souhaitez modifier la cote des arêtes, voir si, d'après vous, si ça sera facile ou pas. Voilà, j'en ai fini avec ce tétraèdre et maintenant on va s'attaquer à un sujet un petit peu plus rude qui est le fameux icosaèdre tronqué. Alors, je crois que je dois en avoir un quelque part ici. Oui, là ici, j'ai à la fois le dodécaèdre et j'ai l'icosaèdre que l'on trouve ici. Voilà. L'icosaèdre est relativement simple à réaliser, je dis relativement. Ce sont aussi euh, des triangles équilatéraux et de tête, l'icosaèdre, c'est 20 faces. Le dodécaèdre, c'est 12 faces et l'icosaèdre tronqué, je ne sais plus exactement, ça doit être une trentaine de faces. Euh, pour obtenir ces volumes, je démontre dans une vidéo précédente comment je m'y prends, là aussi, en utilisant des esquisses simples et en les projetant les unes sur les autres pour obtenir la forme finale. L'icosaèdre tronqué par rapport à celui-ci, eh bien, consiste en fait à venir, chaque triangle va être coupé en trois. Les arêtes de chaque triangle vont être coupées en trois parties égales. Et si on relie ces trois parties égales, les parties égales de chaque triangle ici, ben sur le haut ici, on dégage ce sommet, ça devient un pentagone. Et lorsque vous coupez le triangle ici, quand vous coupez les arêtes du triangle en trois parties égales, et ben au milieu, vous récupérez un hexagone. Donc un icosaèdre tronqué, c'est un icosaèdre dont on a tronqué les sommets. Et quand on regarde l'icosaèdre comme ceci sur la partie, sur le côté, on s'aperçoit que les points ici, ce que j'appelle moi mon parasol, eh ben, mon parasol, les 5 points du parasol sont alignés. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne pour voir la géométrie que je vais vous dessiner tout à l'heure. Et de l'autre manière aussi, on s'aperçoit que quand on se met dans cette vue, en vraie grandeur, on voit cette arête en haut et on voit cette arête là. Et puis on voit pencher comme ceci mon parasol, la base de mon parasol. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que si je coupe, et quand on fait de la géométrie descriptive, c'est le cas, lorsqu'on travaille en proportion en géométrie descriptive, si ici je coupe au tiers, que je coupe au tiers ici et que je coupe au tiers ici, ce segment sera parallèle à ce segment-là, à ce plan ici. Et ça va être très important pour comprendre la figure que je vais réaliser. Et pour me lancer un petit défi, je vais faire en sorte que l'icosaèdre tronqué que je vais réaliser soit bien en appui sur une face, comme ceci, sur mon plan dessus. Allez, on attaque. C'est parti. Donc, j'ai mes plans, je vais les faire apparaître.
les plans sont comme ceci. Toujours le même principe, je vais attaquer par une esquisse. Ensuite, maintenant que mon esquisse a démarré, je supprime l'affichage des plans, je vais garder uniquement les références que l'on a là. Je vais mettre dans la vue d'esquisse. Voilà. Ça aide quand même d'être à peu près perpendiculaire. Et on va y aller, on va jouer un peu à gribouille hein, sur la première esquisse. J'ai dit que je voulais une face de mon futur hexagone, je veux qu'il soit en appui ici. Après, on aura ici un pentagone. Ensuite, à cet endroit-là, on va avoir le demi-tiers d'une face de triangle. Je remonte jusqu'ici et je redescends maintenant jusqu'à ce sommet-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je dis toujours que lorsque je dessine ce genre de figure, je dessine jamais de pentagone. C'est vrai et c'est pas vrai. Là, je dessine comment on appelle ça, un polynôme à, à 5 côtés, mais c'est pas un pentagone. En revanche, il a des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que les deux arêtes là, ce sont de longueur égale et sont également orthogonales. Rappelez-vous, les solides platoniques tiennent tous dans des cubes. Eh bien, ici, j'ai la demi-largeur ou longueur de mon cube et je la retrouve ici. Autre caractéristique importante, c'est que ce bout-là de segment, qui est le reliquat de la base d'un triangle qu'on voit en vraie grandeur, ce segment-là est également perpendiculaire à celui-ci. On avance, vous voyez, et ça c'est très intéressant avec Créo, c'est que on va voir petit à petit les cotes disparaître au fur et à mesure que je vais réussir à contraindre ma figure. On va attaquer maintenant avec des segments de construction. Je vais faire un premier segment de construction que je vais aligner sur ce segment-là. Alors, vous voyez que je me mets sur le segment et puis quand j'en sors, je perds cette contrainte. J'aimerais bien la conserver jusqu'ici. Ben, je me positionne ici sur le segment, j'ai la contrainte, je fais un petit coup de bouton droite de la souris, il y a un petit cadenas qui apparaît sur la contrainte et maintenant elle est figée et je vais pouvoir la conserver tranquillement jusqu'à obtenir ici l'intersection avec ma droite horizontale. Donc là, je suis content. Je peux retourner sur l'extrémité de ce segment et je vais remonter comme ceci. Voilà, top. J'ai réussi à obtenir ici directement une contrainte de point milieu sur le segment de construction. Je continue à progresser comme vers là et à un moment donné, voilà, hop, j'ai réussi à obtenir en plus maintenant le dernier segment à la même longueur que celui-ci. Je n'en ai pas fini, je continue mon parcours et je viens jusqu'ici. Et là, maintenant, j'ai terminé. Ce segment, c'est la base, la base de mon parasol. Ce segment, ce que je sais, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que entre ce segment-là et le segment que l'on a ici, eh bien, ces deux segments sont parallèles. Et hop, il y a de nouveau une cote qui vient de disparaître parce que je viens de lui imposer ce parallélisme. Ce que je sais aussi, c'est que ce grand segment, si j'additionne les trois petits bouts de segment, ce grand segment représente en grandeur réelle, en vraie grandeur, la base du triangle de mon icosaèdre que j'ai décidé de couper en trois pour réaliser mes hexagones. Ceci, c'est donc en vraie grandeur la base du triangle. Je l'ai coupé en trois, mais il faut que ces trois parties soient de longueur égale. J'ai déjà deux segments qui sont de longueur égale. Ces deux-là sont de longueur égale, mais il me manque encore celui-ci. J'appuie sur la touche CTRL, je le sélectionne, je sélectionne ces deux-là, et je vais leur imposer. Je ne le prends pas directement, bah c'est pas grave, je vais le prendre ici. Hop, longueur égale entre ces deux segments. C'est de nouveau une cote qui a dégagé. J'ai maintenant ces segments qui sont de longueur égale. Ce que je sais aussi, c'est que sur cette arête-là,
J'ai également, en fait, sur cette arête-là, il y a en vraie grandeur également l'arête d'un des triangles de mon icosaèdre qui se trouve là. Et de ce point-là jusqu'à quelque part par là, j'ai la demi-longueur de cette longueur vraie de la base du triangle. Cette demi-longueur qui est également ici à là. Eh bien, pour satisfaire cette contrainte, et en plus le sommet de la demi-longueur passe par ce segment. Vous irez voir la vidéo sur l'icosaèdre que j'ai réalisé. Donc je vais tracer un segment ici, parallèle au segment du haut. Pour l'instant, je ne me casse pas la tête. Je reviens ici perpendiculaire, voilà. Et ces deux segments-là, je sais par construction qu'ils doivent être de longueur égale. Je me retrouve maintenant entre ce point-ci et ce point-ci avec la demi-longueur de la base d'un triangle qui normalement est ici sur mon icosaèdre. Et il se trouve que ça correspond aussi à cette demi-longueur ici. Il me suffit donc de créer une coïncidence entre ce segment-là et l'extrémité qui se trouve ici. Et vous pouvez voir que sur mon esquisse, à présent, il ne me reste plus qu'une seule cote, qui est la cote qui est une cote résiduelle qui, pour l'instant, représente la cote sur plat de mon futur hexagone. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remplacer, moi, par la cote de ce segment-là. Et cette cote-là va représenter cette cote-là va représenter la, voilà, la longueur de toutes les arêtes de mon futur icosaèdre tronqué. Je vais mettre 130 mm par exemple. Vous voyez qu'en changeant la valeur, la géométrie n'a absolument pas changé parce que ma géométrie se tient avec une seule cote. C'est toute l'astuce et toute la, la subtilité de ce schéma, de cette esquisse qui est essentiellement basée sur des notions de géométrie descriptive, sur des projections, sur des vraies grandeurs, etc., qui me permet de faire ça. Je me fiche de l'angle ici. Je me fiche de l'angle que l'on a là. Ça peut être un nombre d'or ou un phi quelque chose. Je m'en fiche. Je m'en fiche. J'aime pas la trigo. On va faire de l'ortho. Voilà. Très bien. J'ai terminé. Pour me faciliter la vie pour plus tard, je vais me rajouter ici je vais me rajouter euh, un système de coordonnées. C'est vraiment ouais, pour me simplifier la vie. Je vais mettre une cote d'angle pour l'instant entre euh, cette arête-là et cette arête-là. Et cette arête-là, cet angle, je vais le mettre à 0. Bon, du coup, où est-ce qu'il a dégagé mon repère? Il est là. Je supprime la cote d'angle maintenant que mon repère est orienté. Je le redéplace, voilà. Je le rapproche de sa future position. Voilà. J'ai un X, j'ai un Y, et le Z vient vers moi. Ça me va bien. Je vais le rendre coïncident sur ce segment et je vais le rendre coïncident sur ce segment. Ça va un peu nous aider quand on va devoir gérer les deux autres esquisses que l'on va dessiner. Et un truc que j'allais oublier, qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre un point de référence ici. Ça va avoir vraiment son importance parce que cette partie-là, par rapport à l'icosaèdre, c'est vraiment la partie que l'on a tronquée. C'est ce segment qui tronque la partie de l'icosaèdre et c'est ce segment qui va déterminer le futur pentagone qui va se trouver ici. Allez, je valide ma première esquisse. Elle est là. Si je fais apparaître les repères, j'ai le repère que j'ai tracé dans l'esquisse. Donc cette esquisse-là, je peux dire que je l'ai dessinée dans un repère X, Y, et maintenant je vais la replacer, mais dans un repère Y, Z, dans cette direction-là. Pour faire ça, je vais prendre l'esquisse que je viens de dessiner, je CTRL-C, CTRL-V, je fais un copier-coller.
Oui, non, il ne veut pas le faire. CTRL-C. Hop, voilà, maintenant il veut le faire. J'ai besoin d'un plan pour travailler. Je vais créer mon plan à la volée. Je vais sélectionner le repère et je vais lui dire d'être passant par justement mon plan YZ. C'est ce qu'il me propose. Je suis content et on va travailler comme ça. Donc, sur ce plan qu'il vient de me créer, allons-y. Hop. Et là, je ramène mon esquisse. Alors, cette esquisse, à ce moment-là, elle n'est pas du tout dans la bonne orientation. Mais j'ai fait en sorte d'avoir des contraintes qui vont me permettre de la faire pivoter sans trop de problèmes sur son axe. J'ai ici une contrainte d'horizontalité. Je vais l'enlever. Je la sélectionne, je fais sup, et j'ai un angle. On va voir ce que donne cet angle si je le manipule comme ceci avec la petite molette. Oh, bah, c'est bien pratique, ça. Voilà, donc moi, ça me va bien. L'angle là, maintenant, excusez-moi, je le supprime. Vous voyez qu'avec Réo, dès qu'on supprime une cote, il m'en rajoute, il m'en propose systématiquement une autre. Alors les cotes qui sont blanches, c'est ce qu'on appelle des cotes faibles. Et donc ces cotes faibles vont disparaître automatiquement dès que j'aurai placé une contrainte qui annule cette cote. Par exemple, je viens placer une contrainte de coïncidence entre ce segment, entre ce sommet et le sommet que l'on a ici. Et vous avez, là, j'avais une cote de hauteur, et ben, elle a disparu. Je n'ai plus que la cote d'angle. Vous voyez, si j'impose maintenant une coïncidence entre ce repère, parce que pourquoi pas, et l'autre repère, je peux le choper ou pas? Non, alors je vais faire autrement. Je vais attraper, voilà, l'extrémité et je vais la mettre en coïncidence avec le repère qui est le repère, qui est le repère, qui est le repère là. J'arrive pas à me l'attraper. Bon, on va pas passer des plombes sur le sujet. Voilà, on met les arêtes comme ça en coïncidence. Vous voyez que j'ai toujours ma cote ici. Donc cette cote-là, je vais la faire disparaître également. Avant de la faire disparaître, on va faire la symétrie. J'ai besoin de faire une fonction par symétrie. Donc je prends cette arête déjà. Je prends celle-ci et je les transforme en arêtes de construction. Je sélectionne ces arêtes, ces trois arêtes, ainsi que le point de référence. J'en fais une symétrie par rapport à ce segment-là. Vous voyez qu'il m'a rajouté des cotes parce que en faisant sa symétrie, il y a certaines contraintes qui ont dégagé. On va vérifier quelles sont les contraintes qui ont dégagé. Pour vérifier quelles sont les contraintes qui ont dégagé et quel est le comportement maintenant de ma géométrie, vous voyez, quand je la manipule comme ça, je m'aperçois que les segments ici déjà ne restent pas parallèles, qui ne sont plus centrés. Bref, il y a du travail à faire. Alors, maintenant que j'ai modifié la cote là, c'est devenu ce qu'on appelle une cote forte. Je la supprime et elle est remplacée automatiquement par une cote faible. L'avantage, c'est qu'une cote faible, elle dégage toute seule. Par exemple, si je viens mettre une contrainte de point milieu entre ce segment-là et l'autre, bah, j'ai déjà une cote qui a dégagé. Et si je viens mettre, par exemple, une horizontalité sur ce segment-là, hop, toutes les cotes blanches sont dégagées. Il me reste une cote dans mon schéma dont que je veux faire disparaître. Il faut que je regarde un petit peu quelle est son influence sur ma géométrie, et on s'aperçoit que ma géométrie ici n'est pas alignée sur ce segment-là. Bon, alors en fait, je vais faire disparaître mes repères parce que là, tout de suite, ils ont plutôt tendance à m'embêter. Et je vais rajouter une coïncidence entre ce segment et voilà l'extrémité. Du coup, la cote ici devient surabondante, je la détruis et j'ai maintenant une esquisse qui est complètement contrainte, mais sur laquelle il n'y a pas de cote. Je valide mon travail. Il nous reste une dernière esquisse à réaliser. Cette fois, on va la réaliser dans le plan. Alors, j'ai travaillé dans un premier temps dans le plan
XY, ensuite dans le plan YZ, et maintenant on va travailler dans le plan ZX, comme ceci, ici. On va refaire la même manip. Je prends l'esquisse numéro 1, CTRL-C, CTRL-V. Je crée un plan d'esquisse qui passe par mon repère CS0. Je lui dis à travers et je prends le plan ZX. Voilà. On va le sélectionner ici. Pas beaucoup d'importance. Je me retrouve avec une nouvelle fois mon esquisse que je vais réorienter. Alors, je retrouve de nouveau la contrainte d'horizontalité ici que je fais disparaître. Du coup, j'ai un angle. Ça me va bien quand j'ai un angle parce que ça me permet, hop, de prendre cet angle et de le faire évoluer avec ma molette comme ça. C'est bien. Hop, voilà. Très bien. Maintenant qu'il est comme ça, cet angle, il est là-haut. Je fais supr et je vais pouvoir contraindre mon esquisse proprement. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Celle-ci, elle est pas bien. Celle-ci n'est pas bien orientée. Faudrait que je revienne dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. On va avancer. Je vous ai dit hein, que c'était pas forcément le sujet le plus simple. Euh, hop, on va contraindre. On va contraindre ces deux arêtes. On va contraindre cette arête-là sur mon repère. Et on va encore contraindre en coïncidence ce point-là sur celui-ci. Quelle est l'influence de cette cote-là? Ok, donc la contrainte n'est pas bien passée. On va la replacer. Donc l'extrémité sur... Voilà. La cote devient surabondante. Je la supprime. Et je vais faire comme tout à l'heure une symétrie. Je place ces deux segments en segment de construction. Je sélectionne. Donc, on va avoir le même comportement que tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque je vais réaliser la symétrie, le miroir de ces trois segments, hop, j'ai des codes qui réapparaissent, ce qui m'informe, ce qui me laisse entendre que il y a des contraintes qui ont dégagé. Hein, en fait, j'avais ce petit bout de segment qui avait une extrémité qui était bien contrainte, et puis le fait de passer en symétrie, bah, son extrémité, elle se retrouve ici. Donc la contrainte qui était au milieu, ici, n'existe plus. Pour vérifier ce qui se passe, on prend une cote, on la fait bouger. C'est là où on s'aperçoit déjà qu'effectivement, il y a ce premier problème qu'on va résoudre. Je suis dans quelle orientation? Ouais, c'est son importance. Donc ce segment, vous voyez, il est plus au milieu. Donc on va le remettre au milieu et on va le remettre à l'horizontale. Voilà. Et les deux autres cotes ont dégagé. Donc là, je suis bien. Je valide. Alors, je vous ai dit, je me suis trompé ici. C'est pas dramatique. Je reviens sur mon esquisse. Je vais la redéfinir. Et je me suis trompé en fait dans la symétrie. La symétrie, elle ne devait pas se faire dans le sens-là, elle devait se faire dans l'autre sens. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est que je vais mettre au net ce segment-là. Les deux autres, ceux-là, je les dégage. Je dégage également le point de référence qui est là. Et je vais faire la symétrie dans l'autre sens. C'est tout. Je prends aussi le point de référence, un miroir et
La symétrie. Et là, ça va plutôt pas mal. J'ai pas de codes qui sont réapparus, donc ça veut dire que je suis bien contraint. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Si je fais apparaître les points de référence, c'est ce qui m'intéresse. Les points de référence sont bien, sont aux bons endroits. Et on peut vérifier que tout se tient. Si je modifie la cote que je vais placer là, je vais mettre 150. Hop, l'ensemble de ma structure bouge. Voilà. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a terminé avec nos esquisses. On va passer aux ajouts de matière. On va commencer par ajouter de la matière en utilisant cette esquisse-là. Et donc des deux côtés. Et ici, je vais lui dire que je vais jusqu'à une référence, mais cette référence n'existe pas encore. Cette référence, elle est matérialisée par ces trois points, qui sont les intersections, en fait, la position des anciens triangles que j'ai tronqués. Eh bien, je vais faire passer un plan de référence que je construis toujours à la volée par ces trois points. Voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, je fais pareil. Vous voyez aussi la grosse différence entre Créo et des logiciels, notamment comme Katia, c'est que j'ai beaucoup plus de fonctions qui sont disponibles directement euh, à la souris, sans être obligé d'aller systématiquement chercher dans les menus. Alors, je me fais mentir immédiatement quand je vais chercher mon plan de construction à la volée, mais ça reste l'exception. La majorité, dans la majorité des cas, on va récupérer les informations où on va pouvoir valider à la souris, comme par exemple ici, et je revalide encore à la souris. Voilà, j'ai ma pièce qui est... Donc ma première extrusion est correctement réalisée. Regardez bien cette partie-là qui, pour l'instant, ressemble en fait à un tronc de pyramide. euh, Parce que maintenant, je vais utiliser la deuxième esquisse pour faire une autre extrusion. Il me propose de faire une surface. Moi, je lui dis que c'est une fonction solide. Vous voyez, quand je clique ici dans l'écran, j'ai automatiquement des petites fonctions qui apparaissent. C'est pratique. Ou lorsque je clique à côté de ma cote ici, j'ai automatiquement la possibilité de choisir jusqu'à suivant. C'est pratique aussi. Et je peux changer la direction directement aussi à l'écran. Et je valide. Et j'ai fini pour cette extrusion. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai déjà un pentagone. Et puis là, j'ai des petits bouts d'hexagone aussi qui traînent. Et ben, il me reste à faire une dernière découpe. C'est la même chose. C'est une fonction solide. C'est une découpe qui va jusqu'à la suivante. Et on découpe l'extérieur. Et voilà. Regardez bien. J'ai des hexagones. Si je me mets en vue par défaut, d'ailleurs, je peux déjà voir que je m'étais dit, je veux que ce soit cet hexagone qui repose sur mon plan dessus. Ben, c'est effectivement cet hexagone qui repose sur le plan dessus. Et pour finir, eh bien, je peux sélectionner, euh, pour faire vite, alors je peux prendre les trois extrusions qui se trouvent là, faire une symétrie par rapport à cette face-là, et ensuite je reprends la totalité des trois extrusions plus la symétrie qui existe, et je fais ma symétrie ici. Et voilà, j'ai mon icosaèdre tronqué qui est entièrement piloté par une seule cote, qui est ma cote d'arête qui se trouve là. Je peux lui mettre n'importe quelle valeur. Ma forme est automatiquement recalculée. Et si je viens vérifier par une petite fonction d'analyse la longueur de toutes les arêtes de ma forme, eh bien j'ai bien la cote que j'avais placée qui est de 66 mm. Et ce que j'ai fait également, ce que je vais refaire ici, ce que j'avais fait avec la pyramide, avec le tétraèdre et qu'on fait avec l'icosaèdre, on regarde et j'ai bien un volume, un cube qui contient la totalité de ma figure, de ma géométrie. Vous avez bien, en plus, une des faces
des hexagones ici qui est bien en contact avec le bord du cube. Puis là, c'est juste des points, des sommets. C'est comme ça qu'il faut faire. Toutes les autres méthodes sont bien sympathiques, mais elles sont lentes, laborieuses et surtout, elles ne sont pas robustes, dans la mesure où, maintenant que j'ai mon solide, je peux me permettre de le triturer dans tous les sens, il conservera sa forme. C'est le principe des solides platoniques. J'espère que ce tutoriel, la version anglaise dit tutoriel, que ce tuto vous a plu, partagez-le, aimez-le, likez-le, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.